Le goût amer dans mon thé du soir était si subtil que j'aurais presque pu ne pas le remarquer. Presque. Après 34 ans de mariage avec Renate, on développe un flair pour les changements, aussi minimes soient-ils. Je portais la tasse à mes lèvres et laissais le liquide se déposer sur ma langue. Il était là, de nouveau ce léger arrière-goût métallique qui n'avait rien à faire dans un Earl Grey, celui que Renate me préparait chaque soir. Mon regard glissa du bord de la tasse à ma femme, assise à l'autre bout de notre table à manger, absorbée par son smartphone, avec ce sourire étrange qui s'était dessiné plus fréquemment sur son visage ces dernières semaines. Un sourire qui ne m'était pas destiné. « Tout va bien avec le thé, Herbert ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Parfait », répondis-je en reposant la tasse. Comme toujours. À 67 ans, je n'étais plus un homme naïf. Les derniers mois m'avaient fourni suffisamment d'indices, les heures supplémentaires soudaines au bureau, alors que Renate, à 62 ans, ne travaillait plus qu'à temps partiel au cabinet d'avocat, les nouvelles robes, le parfum plus cher, et surtout, son obsession constante avec son smartphone, qu'elle gardait comme un trésor. Je fis semblant de continuer à boire, tout en l'observant jeter des coups d'œil furtifs à sa montre. Il était 21h17. Un jeudi soir. Depuis 6 semaines, elle suivait le même rituel. Vers 22h, j'étais censé sombrer dans un sommeil profond, et elle allait prendre l'herbe ou passer voir Elga qui ne se sentait pas bien. En me levant pour aller à la salle de bain, j'emportai la tasse de thé. Dès que la porte fut fermée, je vidai son contenu dans un petit récipient que j'avais caché dans la poche de mon peignoir. La 3e fois cette semaine. J'apporterai les échantillons demain à mon ancien collègue Karl, qui, en tant que pharmacien retraité, avait toujours accès à un laboratoire. Je tirai la chasse, fis couler l'eau et revins avec la tasse vide. Renate me sourit ce sourire fatigué mais affectueux que j'avais autrefois cru sincère. « Je crois que je vais me coucher tôt », dis-je en bâillant ostensiblement. Le jardinage d'aujourd'hui m'a épuisé. « Bien sûr, mon chéri. Repose-toi. Je vais vite ranger et je te rejoins. » J'acquiesçai et l'embrassai sur le front. Son parfum Chanel numéro 5 m'enveloppa. Un cadeau que je lui avais fait pour notre 30e anniversaire de mariage. Maintenant, elle le portait pour un autre homme. Dans notre chambre, je me couchai dans le lit et plaçai ma tablette de manière à ce que l'application de la caméra surveille notre chambre. J'avais déjà installé une autre caméra dans le salon, cachée dans notre bibliothèque entre les innombrables romans policiers que Renate ne lisait jamais. La technologie moderne rendait les choses faciles, même pour un homme de ma génération. Notre fils Thomas m'avait tout expliqué quand je lui avais parlé de mon besoin de sécurité après les cambriolages dans le quartier. Je fermais les yeux et respirais régulièrement pendant que Renate entrait pour voir comment j'allais. Je sentis son regard sur moi, l'entendis fermer doucement la porte. Puis j'attendis. 10 minutes plus tard, mon smartphone vibra sous l'oreiller. Les détecteurs de mouvement dans le couloir s'étaient déclenchés. Sur l'écran, je vis Renate se préparer dans le couloir, elle portait la robe bleu marine qu'elle avait soi-disant achetée pour la fête de Noël du cabinet et se tamponnait du parfum sur le cou. Avec des gestes habiles, elle se remaquilla comme si elle partait à un rendez-vous. Ce qui était le cas. Elle prit son sac à main, vérifia encore une fois son apparence dans le miroir et quitta ensuite discrètement la maison. La porte d'entrée se referma presque sans bruit. Immédiatement, je me levai, m'habillai et allai à la fenêtre. Notre maison était située dans une rue de banlieue tranquille à Düsseldorf, où nous vivions depuis plus de 20 ans. Je vis Renate se diriger vers sa Mercedes argentée, celle que je lui avais offerte pour ses 60 ans. Elle jeta un dernier coup d'œil autour d'elle avant de monter et de démarrer. Les mains tremblantes, je pris mon smartphone et ouvris l'application qui affichait le traceur GPS de sa voiture. Je l'avais installé il y a 3 semaines, pendant qu'elle était chez le coiffeur, une petite boîte, cachée sous le siège passager. Le point rouge sur mon écran se dirigeait vers le centre-ville. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Bien que je m'y attende, bien que toutes les preuves soient devant moi, la certitude me frappa comme un coup de poing. La femme avec laquelle j'avais partagé ma vie, avec laquelle j'avais élevé notre fils, me trompait. Et elle allait jusqu'à me donner des somnifères pour avoir la paix. Je m'assis sur le bord du lit et fixai la photo de mariage sur notre commode. Renate dans sa robe couleur crème, rayonnante, à 28 ans. Moi à côté d'elle, fier et heureux, avec une chevelure sombre et abondante, qui avait depuis longtemps cédé la place à une couronne de cheveux gris. 34 ans. Presque une demi-vie. Le point rouge sur mon téléphone persistait. Hôtel Königshof.
L'un des plus chers de la ville. Mes doigts se crispèrent autour de l'appareil. Qui est-ce, Renate, chuchotai-je dans le silence de notre chambre à coucher. Et qu'a-t-il que je n'ai pas? Je connaissais déjà la réponse, je l'avais ruminé pendant les nuits blanches de ces dernières semaines, il était probablement plus jeune, plus attirant, plus brillant. Peut-être un collègue du cabinet. Quelqu'un qui lui donnait le sentiment d'être à nouveau désirable, pendant que moi, je me contentais de mots croisés et de jardinage. J'ouvris notre armoire et écartai les chemisiers de Renate, impeccablement rangés. Derrière, j'avais caché une enveloppe. Je la sortis et vidai son contenu sur le lit, des impressions de ses factures de téléphone des derniers mois, que j'avais secrètement téléchargées depuis ses emails. Un numéro revenait sans cesse, surtout le soir et le week-end. Un numéro que je connaissais désormais par cœur. À côté, je posais les photos que j'avais prises une semaine plus tôt aux Renate sortant de ce même hôtel, en compagnie d'un grand homme aux cheveux gris. Ils ne s'étaient pas touchés, pas même pris la main, mais la familiarité entre eux était indéniable. Je n'avais pas pu le reconnaître, car il portait des lunettes de soleil, mais ses vêtements coûteux et son attitude assurée en disaient long. Mon regard se posa sur ma table de chevet, où se trouvait un petit flacon brun à mes propres somnifères, que le médecin m'avait prescrit après mon infarctus il y a 2 ans. Des comprimés que je n'avais jamais pris, car j'en craignais les effets secondaires. Maintenant, je comprenais où Renate avait puisé son idée. Je ramassai les preuves et les rangeai soigneusement dans l'enveloppe. Puis je m'assis à mon ordinateur dans le bureau et commençai mes recherches. Pas sur des avocats spécialisés en divorce ou des accords de séparation, comme on pourrait s'y attendre. Non, je faisais des recherches sur l'hôtel Königshof, sur ses mesures de sécurité, son taux d'occupation et ses issues de secours. Car je n'avais pas l'intention de simplement confronter Renate à ses mensonges. Je voulais plus. Je voulais savoir qui était cet homme qui me volait ma femme. Et je voulais que tous les deux ressentent les conséquences de leur trahison d'une manière qu'ils n'oublieraient jamais. Lorsque le point rouge se remit en mouvement vers 1h30, j'éteignis mon ordinateur et retournai dans la chambre à coucher. Je me couchai dans le lit, fermai les yeux et respirai profondément. Le plan prenait forme dans mon esprit. Un plan qui exigeait de la patience, de la précision et un peu de la ruse que j'avais développée pendant mes 40 ans en tant que contrôleur financier. Renate allait avoir une surprise. Mais pas cette nuit. Pas encore. La table du petit déjeuner était mise lorsque j'entrai dans la cuisine le lendemain matin. Renate se tenait devant la cuisinière et préparait des œufs brouillés, dans son peignoir rose duveteux, les cheveux encore légèrement ébouriffés par le sommeil ou par autre chose. Elle me sourit comme si de rien n'était. « Bonjour, chérie. Tu as bien dormi ?» La question flottait entre nous, imprégnée d'une ambiguïté que seul moi pouvais percevoir. Je me forçai à sourire et m'assis à table. Comme une souche. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai dormi aussi profondément. Elle hocha la tête avec satisfaction et me poussa une assiette d'œufs brouillés et de bacon. Tant mieux. Tu as besoin de ton sommeil, surtout après tout ce jardinage. J'observai qu'elle ne se servait qu'une tasse de café. Tu ne manges rien. J'ai déjà pris un yaourt pendant que tu dormais encore. Et puis, je dois faire attention à ma ligne. Elle rit légèrement et passa sa main sur sa hanche, un geste que j'aurais autrefois considéré comme autocritique, mais qui prenait maintenant un nouveau sens. Pendant que nous étions assis à table, elle avec sa tasse de café et moi avec mon petit déjeuner que je touchais à peine, une conversation banale se déroula. Nous parlâmes du jardin, de la visite prévue de notre fils Thomas le week-end, de la hausse des prix de l'électricité. Des banalités qui remplissaient notre vie depuis des années. J'observais Renate plus attentivement que d'habitude. Les fines ridules autour de ses yeux, qui ne disparaissaient pas malgré les crèmes coûteuses. Les mèches grises dans ses cheveux blond teints. Les mains fines avec l'alliance qu'elle ne retirait jamais, pas même pour ses escapades nocturnes. Était-ce par habitude ou par calcul? Au fait, dit-elle nonchalamment en consultant son smartphone, je dois travailler plus tard ce soir. L'affaire Bergman pose problème, et Monsieur Winkelmann a besoin de mon aide pour l'examen des dossiers. Winkelmann. Le nom de l'associé principal du cabinet dans lequel Renate travaillait comme assistante juridique. Un nom qui revenait de plus en plus souvent ces derniers mois. Pas de problème, répondis-je. De toute façon, je comptais faire une partie de skate avec Karl. Elle sembla soulagée, trop soulagée pour une femme qui voulait simplement faire des heures supplémentaires. Parfait. Il se fera probablement tard, alors ne m'attends pas. Bien sûr que non.
Tu sais bien comment je dors quand je prends mes comprimés. Nos regards se croisèrent brièvement. En avais-je trop dit? Mais Renate se contenta de sourire et de finir son café. Je dois y aller, dit-elle en se levant. Les rapports ne vont pas s'écrire tout seuls. Elle se pencha vers moi et m'embrassa rapidement sur la joue. Son parfum, plus léger, plus discret aujourd'hui, m'enveloppa un court instant. Puis elle disparut, et je restai seul à la table du petit déjeuner, avec les œufs brouillés froids et les pensées qui ne me laissaient aucun répit. Après le petit déjeuner, j'emballai les flacons d'échantillons de thé et allai chez Karl. Il habitait une petite maison mitoyenne en périphérie de la ville, où il vivait seul depuis la mort de sa femme, il y a 5 ans. Karl et moi nous connaissions depuis l'école, et il était l'une des rares personnes en qui j'avais une confiance totale. Lorsque je lui remis les flacons, il fronça les sourcils. « Tu es donc sûr de toi? » »« Assez sûr. Mais j'ai besoin d'une certitude. » Karl soupira et me conduisit dans son bureau, qu'il avait transformé en petit laboratoire. « Ça va prendre quelques heures. Tu veux attendre ?» J'acquiesçai et m'assis dans le fauteuil de son salon, pendant qu'il disparaissait avec les échantillons. Sa maison était remplie de souvenirs d'Ingrid, sa femme décédée, des photos au mur, ses livres dans la bibliothèque, même son tricot traînait encore dans un panier à côté du canapé. Karl n'avait jamais fait son deuil. « Comment vont Thomas et les enfants » cria-t-il depuis son bureau. « Bien. Ils viennent me rendre visite ce week-end. Emma a maintenant un appareil dentaire, et Lucas a été accepté dans l'équipe de football de l'école. » Nous eûmes une conversation banale sur les familles, la santé et le voisinage, pendant que je brûlais d'impatience intérieurement. Au bout d'environ 2 heures, Karl revint avec une expression grave sur le visage. « Flunitrazepam » dit-il en me tendant une feuille avec ses notes. Un tranquillisant, également utilisé comme somnifère. En faible dose, mais définitivement présent dans les 3 échantillons. Mes mains se crispèrent sur le papier. Est-ce dangereux? Karl s'assit en face de moi. Pas mortel à cette dose, surtout pas pour quelqu'un de ta corpulence. Mais c'est un médicament sur ordonnance, et la combinaison avec de l'alcool pourrait être problématique. Je pensais au verre de vin que Renate proposait de plus en plus souvent au dîner ces derniers temps. Est-ce que ça pourrait affecter ma mémoire? Oui, c'est un effet secondaire connu. Certaines personnes ne se souviennent pas d'événements qui se sont produits alors qu'elles étaient sous l'influence du médicament. Les implications me frappèrent comme un coup de poing. M'avait-elle déjà drogué auparavant? Que s'était-il passé les nuits dont je ne me souvenais pas? Herbert, la voix de Karl me tira de mes pensées, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Renate? Elle me trompe, dis-je doucement. Prononcer ces mots les rendait définitivement réels. Elle me donne des somnifères pour sortir la nuit. Karl resta longtemps silencieux. Puis il se leva et alla chercher une bouteille de cognac et 2 verres. Tiens. Tu as besoin de ça maintenant. Nous bûmes en silence. L'alcool me brûlait la gorge, mais il ne pouvait pas chasser le froid qui se propageait en moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda finalement Karl. Je ne sais pas encore exactement. Mais je ne vais pas simplement regarder notre vie se faire détruire. Karl acquiesça lentement. Sois prudent, Herbert. Si elle est prête à te droguer, qui sait de quoi elle est encore capable? L'avertissement de mon ami m'accompagna sur le chemin du retour. Je me garai dans l'allée et restai assis un moment dans la voiture, à contempler notre maison ou le jardin soigné devant, la façade fraîchement repeinte, les nouveaux rideaux que Renate avait achetés le mois dernier. Tout avait l'air si normal, si ordonné. Personne ne se douterait des abîmes qui s'ouvraient derrière cette façade. Une fois à l'intérieur, je me rendis directement dans le bureau et allumai mon ordinateur. Il était temps de passer à l'étape suivante. J'ouvris un nouveau document et commençai à noter scrupuleusement tout, date, heure, observation, preuve. Puis j'ouvris l'application de suivi GPS et vérifiai les déplacements de Renate au cours des dernières semaines. Une tendance se dessinait clairement tous les jeudis et parfois les mardis, l'hôtel Königshof, de temps en temps un restaurant dans la vieille ville, une fois une excursion à Cologne qui était soi-disant un séminaire. Ensuite, j'ai pris ma tablette et vérifié les enregistrements des caméras cachées. J'ai rembobiné jusqu'au moment où Renate avait préparé mon thé hier soir. Là un petit mouvement, lorsqu'elle a sorti quelque chose de son sac et l'a mis dans la tasse avant de verser l'eau. Son visage était concentré, presque affairé. Aucune trace de remords ou de doute. Mon smartphone a vibré. Un message de Thomas, « Salut papa, on arrive samedi vers 11 h.
Emma est déjà impatiente de tes crêpes. Tout va bien chez vous? J'ai fixé le message. Que devais-je répondre? Ta mère me trompe et me drogue régulièrement? Au lieu de ça, j'ai tapé, tout va très bien. Je suis impatient de vous voir. La pâte à crêpes est en préparation. L'idée que Thomas et sa famille puissent être pris dans ce chaos était insupportable. Notre fils a toujours idolâtré Renate, et les petits-enfants adorent leur grand-mère plus que tout. Comment réagiraient-ils s'ils apprenaient la vérité? Non, je devais résoudre cette situation avant leur arrivée ce week-end. Et cela signifiait que je devais agir ce soir. À 17h, Renate a appelé. Herbert? Je voulais juste te prévenir que je risque de rentrer très tard. Monsieur Winkelmann a trouvé d'autres dossiers que nous devons examiner. Pas de problème, ai-je répondu, m'efforçant de garder une voix neutre. Bon courage pour le travail. Merci, chérie. Ah oui, et si Karl et toi sortez, n'oublie pas tes médicaments pour le cœur. La sollicitude dans sa voix sonnait si vrai que j'ai douté pendant un instant. Étais-je devenu paranoïaque? Est-ce que j'interprétais trop des situations inoffensives? Mais ensuite, je me suis souvenu du flunitrazepam dans mon thé, des sorties nocturnes, des regards furtifs sur son smartphone. Bien sûr, Renate. Je prendrai soin de moi. Après l'appel, j'ai commencé à préparer mon plan. J'ai fait un petit sac avec le strict nécessaire, des vêtements de rechange, des articles de toilette, mes médicaments. Ensuite, j'ai appelé une agence de location de voitures et j'ai commandé une VW Golf grise discrète, qui devait être livrée à 20h. À 19h, je me suis préparé un dîner simple, une tartine de fromage et un peu de salade. La tension m'avait coupé l'appétit, mais je me suis forcé à manger. J'aurais besoin de mes forces. Lorsque la voiture de location est arrivée ponctuellement devant la porte, j'ai rapidement signé le contrat et l'ai garé au coin de la rue, hors de vue de notre maison. Ensuite, je suis rentré et j'ai attendu. À 21h30, mon smartphone a vibré. Le traceur GPS indiquait que la voiture de Renate s'était mise en mouvement, non pas en direction de notre maison, mais directement vers l'hôtel Königshof. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais mes mains sont restées calmes lorsque j'ai enfilé ma veste, fermé la porte à clé et me suis dirigé vers la voiture de location. Le trajet vers le centre-ville a duré 20 minutes. Je me suis garé dans une rue latérale, d'où j'avais une vue sur l'entrée de l'hôtel. La Mercedes argentée de Renate était déjà dans le parking souterrain de l'hôtel, comme me l'indiquait l'application GPS. J'ai attendu. Les minutes se sont étirées en heures. Des gens allaient et venaient, des couples, des hommes d'affaires, des touristes. J'ai observé tous ceux qui entraient ou sortaient de l'hôtel, mais il n'y avait aucune trace de l'homme aux cheveux gris que j'avais vu sur la photo. À 23h15, j'ai décidé d'agir. Je suis sorti de la voiture, j'ai traversé la rue et je suis entré dans l'élégant hall de l'hôtel Königshof. Le concierge à la réception a levé les yeux. « Bonsoir, monsieur. Comment puis-je vous aider ?» J'ai souri gentiment et me suis approché. « Bonsoir. J'aimerais voir monsieur Winkelmann. Il m'attend. » Le nom était un coup de poker, basé sur la mention fréquente par Renate de son patron. Mais la réaction du concierge a immédiatement confirmé mes soupçons. « Bien sûr, monsieur. Brenner. Herbert Brenner. » Le concierge a vérifié quelque chose sur son ordinateur. « Ah oui, suite 412. Dois-je annoncer votre arrivée? » « Non, merci. C'est une surprise. » Avec un signe de tête, il m'a indiqué le chemin des ascenseurs. Lorsque les portes se sont refermées et que je me suis retrouvé seul, j'ai senti mes genoux flancher. Suite 412. Maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'ascenseur a glissé silencieusement vers le haut, tandis que mon pouce emballait. Différents scénarios se sont déroulés dans ma tête. Qu'allais-je trouver? Comment Renate réagirait-elle? Et surtout, qui était vraiment ce Winkelmann? Le couloir du 4e étage était recouvert d'une épaisse moquette qui amortissait mes pas. Une lumière tamisée provenant d'élégantes appliques murales baignait tout dans un éclat doré chaleureux. La suite 412 se trouvait au bout du couloir. Je me suis arrêté devant, la main levée, prêt à frapper. Puis je me suis arrêté et j'ai collé mon oreille à la porte à la place. Des voix. Des rires étouffés. Un cliquetis de verre. De la musique classique en arrière-plan en Mozart. Si mon oui ne me trompe pas, Renate adorait Mozart. J'ai pris une profonde inspiration et frappé 3 fois,
fermement et avec assurance. Les voix se sont tues d'un coup. Des pas se sont approchés de la porte. Des pas d'homme, lourds et mesurés. La porte s'est ouverte, et je me suis retrouvé face à un grand homme d'une 60aine d'années. Des cheveux gris, soigneusement peignés en arrière, une barbe bien taillée, des yeux bleus perçants derrière des lunettes sans monture. Il portait une chemise blanche, les premiers boutons ouverts, et un pantalon de costume sombre. Il tenait un verre de vin à la main. Oui. Sa voix était grave et cultivée, avec un léger accent d'Allemagne du Nord. « Bonsoir », dis-je plus calmement que je ne me sentais. « Êtes-vous monsieur Winkelmann ?» Il fronça les sourcils. « C'est bien moi. »« Et vous êtes ?» ?»« Herbert Brenner. » Le mari de Renate. La couleur quitta son visage. Un instant, il sembla hésiter à fermer la porte, puis se ravisa. Il recula d'un pas. « Entrez, monsieur Brenner. » Je suis entré dans la suite et j'ai regardé autour de moi. C'était une pièce luxueuse avec un grand salon, des meubles coûteux et des baies vitrées donnant sur le Rhin. Sur une table basse, il y avait 2 verres à vin, une bouteille de vin rouge entamée et les restes d'un dîner. Et il y avait Renate. Elle se tenait figée à côté du canapé, dans la robe bleu marine que je connaissais déjà. Son visage était cendré, ses yeux grands ouverts. « Herbert » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» C'est une question intéressante, Renate. J'ai avancé dans la pièce. Peut-être devrais-je te la poser. Qu'est-ce que tu fais ici? Avec ton patron, à cette heure-ci, alors que tu me racontes que vous épluchez des dossiers? Winkelmann posa son verre et s'éclaircit la gorge. Monsieur Brenner, je comprends votre énervement, mais... Silence, l'interrompis-je sèchement. Je parlerai avec vous plus tard. Je me suis retourné vers Renate, qui tremblait maintenant. Depuis combien de temps ça dure, Renate? 6 mois? 1 an? Plus longtemps? Elle déglutit difficilement. Herbert, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer? Je ris amèrement. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Que tu me trompes? Que tu mets des somnifères dans mon thé pour pouvoir aller tranquillement chez ton amant? La tête de Winkelmann se tourna brusquement vers Renate. Tu as fait quoi? Elle l'ignora, les yeux fixés sur moi. Comment le sais-tu? Je ne suis pas le vieux bonhomme naïf pour lequel tu me prends apparemment, Renate. J'ai sorti mon smartphone et lui ai montré l'application de suivi GPS. La technologie moderne. Étonnant, n'est-ce pas? Sa main se porta à sa bouche. Tu m'as espionné? Après que tu as commencé à m'endormir? Oui, c'est ce que j'ai fait. Winkelmann s'avança. Un instant. Renate, tu as réellement administré des somnifères à ton mari. Elle se tourna vers lui, le désespoir dans les yeux. Gerd, s'il te plaît. C'était juste pour qu'on ait du temps. Il prend des somnifères de toute façon. Non, je n'en prends pas, l'interrompis-je. Je n'en ai jamais pris. Mais tu ne le savais pas quand tu as décidé de mettre du flunitrazepam dans mon thé. Winkelmann Gerd s'éloigna d'un pas de Renate, son visage exprimant un mélange de choc et de dégoût. C'est illégal, Renate. C'est criminel. Oh, soudain, vous avez des scrupules. Je me suis tourné vers lui. Vous n'avez aucun problème à coucher avec la femme d'un autre homme, mais vous fixez la limite avec l'abus de médicaments? Il se redressa. Monsieur Brenner, je vous assure que je n'avais aucune idée de ces méthodes. Renate m'a dit que vous étiez au courant de notre relation et que vous l'aviez acceptée. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai fixé Renate, qui fondait maintenant en larmes. Est-ce vrai? Tu lui as dit que j'étais au courant. Elle secoua la tête, puis acquiesça, puis secoua à nouveau. C'est compliqué, Herbert. Notre mariage, nous vivons côte à côte sans plus. Toi avec ton jardin et tes mots croisés, moi avec mon travail. On se parle à peine, on. Alors, c'est de ma faute? Ma voix tremblait de colère contenue. Parce que j'ai vieilli? Parce que je m'intéresse à des choses qui te semblent ennuyeuses. Ça te donne le droit de me tromper, de me mentir, de m'endormir? Non, bien sûr que non. Elle s'approcha de moi, voulut prendre ma main, mais je reculai. Herbert, s'il te plaît. Je suis désolé. Je sais que j'ai fait une terrible erreur.
Une erreur? Je secouai la tête, incrédule. Renate, tu as systématiquement planifié de me tromper. Tu t'es procuré des médicaments sur ordonnance et tu me les as administrés à mon insu. Ce n'est pas une erreur, c'est un crime. Winkelmann attrapa sa veste, qui était posée sur une chaise. Je crois qu'il vaut mieux que je parte et que vous régliez ça entre vous. Oh non. Je me suis mis en travers de son chemin, vous restez ici, monsieur Winkelmann. Vous faites partie de ce problème. Il soupira lourdement. Que voulez-vous de moi, monsieur Brenner? Des excuses? Vous les avez. Je n'aurais jamais dû m'engager dans cette relation. Mais comme je l'ai dit, j'étais convaincu que vous étiez au courant. Et cela rend la chose meilleure? Je secouai la tête. Quel genre d'homme êtes-vous, au juste? Vous êtes le patron de ma femme. Vous abusez de votre position de pouvoir pour... Ce n'est pas juste, Herbert, l'interrompit Renate. Gerd ne m'a forcé à rien. C'est arrivé comme ça. Quand? Je me tournai vers elle. Quand est-ce que ça a commencé? Elle baissa les yeux. Il y a environ 8 mois. Après la fête de Noël du cabinet. 8 mois. Presque une année entière. Pendant que je me souciais de sa distance croissante, pendant que j'essayais de raviver notre mariage avec de petites attentions, des sorties au restaurant, des cadeaux. Et les somnifères? Depuis environ 2 mois. Elle déglutit difficilement. C'était l'idée de Gerd, que nous passions plus de temps ensemble, et je savais que tu te couchais toujours si tôt, et... Attendez, l'interrompit Winkelmann. C'est absolument faux. Je n'ai jamais suggéré que vous donniez des médicaments à votre mari. Renate se retourna brusquement vers lui. Tu as dit que tu aimerais qu'on puisse passer une nuit entière ensemble. Tu t'es plaint qu'on n'ait que quelques heures. Oui, mais je voulais dire que tu devrais lui parler, pas le droguer. Je les observais se disputer avec une étrange distance. C'était comme si je regardais une scène dans un film irréel, mais en même temps douloureusement réel. Assez, dis-je finalement. Ma voix calme fit taire les deux. J'en ai assez entendu. J'enlevai mon alliance de mon doigt ou une simple bague en or que je portais depuis 34 ans et la posai sur la table à côté des verres à vin. Herbert, non. Renate s'avança vers moi, des larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, parlons-en. On peut arranger ça. Arranger ça? Je la regardai avec incrédulité. Comment imagines-tu ça, Renate? On fait comme si rien ne s'était passé? Je dois oublier que tu m'as trompé pendant des mois. Que tu m'as traité comme un vieil homme impuissant qu'il faut calmer? Non, bien sûr que non, sanglota-t-elle. Mais on pourrait faire une thérapie. Recommencer à zéro. Je secouai la tête. Il n'y a pas de recommencer à zéro après une chose pareille. La confiance est brisée. Je me tournai vers Winkelmann. En ce qui vous concerne, j'attends de vous que vous licenciez Renate de votre cabinet. Pas demain, mais aujourd'hui. Vous ne pouvez pas exiger ça, protesta-t-il. Ce serait contraire au droit du travail. Au droit du travail? Je ris amèrement. Voulez-vous vraiment que je fasse appel à un avocat et que je rende toute cette situation publique? Votre femme, vos enfants, vos collègues, ils sauraient tous quel genre d'homme vous êtes vraiment. Il pâlit. Vous feriez aussi du mal à Renate. Elle s'est déjà fait du mal elle-même. Renate s'interposa entre nous. Arrêtez, tous les deux. Herbert, s'il te plaît. Pense à Thomas et aux enfants. Si ça se sait. Oh, maintenant tu penses à la famille. Je secouai la tête. Tu aurais dû y penser plus tôt. J'allais vers la porte, mais je me retournai encore une fois. Je ne rentrerai pas à la maison ce soir, Renate. Demain, je viendrai chercher mes affaires. J'attends que tu ne sois pas là. Où vas-tu aller? Ça ne te regarde plus. J'ouvris la porte, mais Renate se précipita vers moi et attrapa mon bras. Herbert, attends. S'il te plaît. Qu'en est-il de la visite de Thomas ce week-end? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Je détachai doucement sa main de mon bras. La vérité, Renate. Pour la première fois depuis longtemps, la vérité. Sur ces mots, je quittai la suite et me dirigeai vers l'ascenseur. Quand les portes se fermèrent, je vis Renate dans le couloir, le visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées par les sanglots.
Au rez-de-chaussée, je traversai le hall d'un pas ferme, fis un signe de tête au concierge et sortis dans l'air frais de la nuit. Ce n'est que lorsque je fus assis dans la voiture de location que je me permis de m'effondrer. Les larmes vinrent, chaudes et amères, accompagnées d'un sanglot qui montait du fond de ma poitrine. 34 ans de mariage, détruits en une seule nuit. Non, me corrigeai-je. Pas en une nuit. En 8 mois de mensonges et de tromperies. Je n'avais découvert la vérité que ce soir. Quand je me fus quelque peu ressaisi, je démarrai le moteur et partis. Pas chez Karl, comme je l'avais initialement prévu. Au lieu de cela, je pris l'autoroute en direction de Cologne. J'avais besoin de distance, j'avais besoin de temps pour réfléchir. Dans ma tête, la prochaine étape de mon plan prenait déjà forme, non plus la confrontation, c'était fini, mais les conséquences. Renate allait avoir sa surprise. Mais pas comme elle s'y attendait. La chambre d'hôtel à Cologne était petite, mais propre. Je l'avais réservée sur un coup de tête, après avoir erré sans but dans les rues nocturnes, jusqu'à ce que l'épuisement me terrasse. Maintenant, j'étais allongé sur l'étroit lit, les yeux fixés au plafond, tandis que les événements de la soirée tournaient en boucle dans ma tête. Mon smartphone vibrait sans cesse. Renate avait déjà appelé 12 fois et envoyé de nombreux messages. Je n'en ai lu aucun. Qui avait-il encore à dire? Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé méthodiquement à examiner nos comptes communs. En tant que contrôleur financier, j'avais toujours gardé un œil sur nos finances, ou une habitude qui s'avérait maintenant utile. J'ai transféré la moitié de nos avoirs communs sur mon compte privé. Ni plus, ni moins. Juste, mais ferme. Ensuite, j'ai écrit un email à notre fils Thomas. Les mots venaient difficilement, mais je me suis forcé à l'honnêteté. Cher Thomas. Il m'est difficile de t'écrire cela, mais ta mère et moi nous sommes séparés. Les raisons sont complexes et personnelles, mais je tiens à ce que tu saches que ce n'est pas une décision spontanée. Je sais que vous deviez venir nous rendre visite ce week-end. Dans les circonstances actuelles, je pense qu'il est préférable de reporter cette visite. Ta mère sera dans notre maison, j'ai trouvé un autre logement temporaire. S'il te plaît, appelle-moi quand tu seras prêt à parler. Je t'aime, toi et les enfants, et je serai toujours là pour vous. Papa. J'ai longtemps fixé l'écran avant de cliquer sur envoyer. L'horloge indiquait 3h17. Thomas lirait le message le matin et appellerait probablement immédiatement. Que devrais-je lui dire? La vérité absolue? Ou une version édulcorée pour le ménager? Finalement, j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai essayé de dormir. Mais le sommeil ne venait pas. Au lieu de cela, j'ai revécu en pensée les derniers mois, cherchant les signes que j'avais manqués, les moments où j'aurais pu intervenir pour changer le cours des choses. Était-ce de ma faute? Avais-je négligé Renate? Mes centres d'intérêt étaient-ils devenus trop ennuyeux, mon corps trop vieux, mes conversations trop monotones? Non, me suis-je repris. Rien ne justifiait ce qu'elle avait fait. Si elle était malheureuse, elle aurait pu me parler. Nous aurions pu trouver des solutions. Au lieu de cela, elle avait choisi la voie de la tromperie. Lorsque l'aube s'est levée, je me suis levé et j'ai pris une douche. L'eau chaude n'a pas emporté l'épuisement, mais elle a aidé à clarifier mes pensées. Je ne sombrerai pas dans l'apitoiement sur moi-même. J'agirai. Après le petit déjeuner dans le hall de l'hôtel, je suis retourné à Düsseldorf. Pas à notre maison, pas encore, mais à ma banque. J'ai rencontré mon conseiller de longue date, Monsieur Keller, et je lui ai expliqué la situation dans les grandes lignes. Je suis désolé d'entendre cela, Monsieur Brenner, a-t-il dit avec une sincère compassion. Que puis-je faire pour vous aider? Je souhaite réorganiser mes affaires financières. Compte séparé, modification des autorisations de signature, révision de mon testament. Il a acquiescé d'un air compréhensif et a commencé à préparer les documents nécessaires. Pendant que nous travaillions, mon smartphone a vibré à nouveau. Thomas. Je me suis excusé auprès de Monsieur Keller et je suis allé dans un endroit calme de la banque. Papa? Que s'est-il passé? Thomas avait l'air inquiet et confus. Je viens de parler à maman au téléphone, elle pleure sans arrêt et dit que tu l'as quittée. J'ai soupiré. Bien sûr, Renate avait déjà pris contact et raconté sa version de l'histoire. Thomas, c'est compliqué. Ta mère et moi, nous avons des problèmes qui ne sont pas faciles à résoudre. Quel problème? Vous avez toujours été si stable. Le mot m'a frappé. Stable.
Oui, nous l'avions été. Fiable. Prévisible. Peut-être trop. Ta mère a eu une liaison, Thomas. Silence à l'autre bout du fil. Puis, quoi? Je n'y crois pas. C'est vrai. J'ai des preuves. Elle fréquente son patron depuis des mois. Avec Winkelmann? Ce vieux schnock? Il avait l'air stupéfait. Oui. Et il y a encore d'autres choses, mais je ne veux pas en parler au téléphone. Thomas est resté longtemps silencieux. J'ai entendu au loin les rires de ses enfants, puis les murmures de sa femme Claudia. Papa, où es-tu maintenant? Nous pourrions passer, parler. Je suis à la banque pour le moment. Je vais aller à la maison plus tard pour prendre quelques affaires. On pourrait peut-être se rencontrer demain, quand j'aurai trouvé un logement fixe. Tu pourrais venir chez nous, a-t-il proposé. La chambre d'amis est libre. L'idée de trouver refuge chez mon fils et sa famille était à la fois réconfortante et embarrassante. Merci, Thomas. Je vais y réfléchir. Après la conversation, je suis retourné auprès de Monsieur Keller et j'ai terminé les affaires financières. Puis, je suis allé voir une avocate que Monsieur Keller m'avait recommandée, Dr Martina Weber, spécialiste en droit de la famille. Dr Weber m'a reçu dans son bureau moderne avec vue sur le Rhin. C'était une femme mince d'une 50aine d'années, avec des cheveux courts et gris et une façon de faire directe que j'ai tout de suite appréciée. Monsieur Brenner, Monsieur Keller m'a déjà exposé l'essentiel. Vous souhaitez divorcer? Oui. Le mot est sorti plus facilement que je ne l'aurais cru. Sur quelle base? En Allemagne, il existe le principe de la rupture irrémédiable. Après un an de séparation, le divorce peut être demandé sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute. Je ne veux pas attendre un an, ai-je dit avec fermeté. Ma femme m'a trompé et ce qui est plus grave, elle m'a administré des somnifères à mon insu. Dr Weber a haussé les sourcils, surprise. C'est une accusation grave. Avez-vous des preuves? J'ai sorti de ma poche le résultat d'analyse de Karl et le lui étendu. Un ami, ancien pharmacien, a analysé des échantillons de mon thé. De plus, j'ai des enregistrements vidéo qui la montrent en train de mettre quelque chose dans ma boisson. Elle a étudié le document attentivement. C'est effectivement inquiétant, Monsieur Brenner. Ce qu'a fait votre femme pourrait avoir des conséquences pénales. Souhaitez-vous vous engager dans cette voie? La question m'a fait hésiter. Voulais-je voir Renate devant un tribunal? La faire punir pour ses actes? Je ne suis pas sûr, ai-je admis. Je ne veux pas me venger. Je veux juste de la justice. Et une rupture nette. Dr Weber a hoché la tête, compréhensive. Je comprends. Parlons des aspects pratiques, le partage des biens, la pension alimentaire, le droit de résidence. Nous avons passé les 2 heures suivantes à discuter des détails juridiques. Dr Weber m'a exposé mes options, les scénarios possibles et ce à quoi je pouvais m'attendre. À la fin, je me sentais mieux informé, mais émotionnellement épuisé. Une dernière chose, Monsieur Brenner, a dit Dr Weber alors que je m'apprêtais à partir. Avez-vous pensé à ce que vous direz à votre fils et à vos petits-enfants? J'ai déjà dit à mon fils que sa mère avait une liaison. Le reste, je lui expliquerai personnellement. Elle a acquiescé. C'est sage. Les relations familiales sont importantes, surtout en temps de crise. Essayez de tenir vos petits-enfants à l'écart du conflit. Fort de ce conseil, j'ai quitté son cabinet et suis rentré à notre maison. Il était tôt dans l'après-midi, et j'espérais que Renate serait au travail si elle avait encore un emploi, après ma confrontation avec Winkelmann. Mais lorsque je me suis engagé dans notre allée, sa Mercedes argentée était garée là. Elle était à la maison. Pendant un instant, j'ai songé à repartir. Je n'étais pas sûr d'être prêt pour une nouvelle confrontation. Puis, j'ai redressé les épaules. C'était ma maison autant que la sienne. Je n'avais rien à cacher, rien dont avoir honte. La clé à la main, je suis sorti de la voiture et me suis dirigé vers la porte d'entrée. En l'ouvrant, j'ai été assailli par l'odeur familière de notre maison, un mélange du parfum de Renate, du nettoyant pour bois que nous utilisions pour les planches, et du léger parfum des roses que j'avais mises dans le salon le week-end dernier. Renate, ai-je appelé. Pas de réponse. J'ai traversé le couloir jusqu'au salon. Vide. La cuisine aussi. Puis, j'ai entendu un léger sanglot venant de l'étage. Lentement, j'ai monté les escaliers.
La porte de notre chambre était ouverte. Renate était assise sur le lit, entourée d'albums photos. Son visage était gonflé par les pleurs, ses cheveux en désordre. Elle portait encore la robe de la veille. En me voyant, elle a tressailli. « Herbert. Je suis venu chercher quelques affaires, ai-je dit calmement. Elle s'est levée, a essuyé hâtivement ses larmes. « Herbert, s'il te plaît. On peut parler ? J'y ai pensé toute la nuit, et je sais que j'ai fait une terrible erreur, mais... » Une erreur ? J'ai secoué la tête. Renate, tu as planifié et menti pendant des mois. Ce n'est pas une erreur, c'est une décision. Beaucoup de décisions, chaque jour. Je sais. Elle a baissé la tête. Je n'ai pas d'excuses. Mais je t'aime, Herbert. Malgré tout ce qui s'est passé, je t'aime. Les mots qui auraient autrefois réchauffé mon cœur sonnaient maintenant creux. Si c'est ça, l'amour, Renate, alors je n'en veux pas. Je suis allé au placard et j'ai commencé à sortir quelques costumes et chemises. Renate m'observait en silence, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Qu'est-ce que Winkelmann a dit, ai-je fini par demander. Est-ce qu'il t'a renvoyé? Elle a hoché la tête lentement. Ce matin. Il ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Il dit que je l'ai utilisé, que je lui ai menti. Quelle ironie. J'ai posé les vêtements sur le lit. Il se sent trahi parce que tu ne lui as pas dit la vérité sur notre mariage. Et pourtant, il n'a aucun problème à coucher avec la femme d'un autre. Ce n'était pas si simple, Herbert. Elle se rassit sur le lit, à côté des albums photos. Gerd, il m'a donné l'impression d'être à nouveau jeune, désirable. Nous parlions de livres, de musique, de voyages. Des choses dont nous parlions aussi avant, ai-je fait remarquer. Avant que tu ne décides que j'étais devenu trop ennuyeux. Je n'ai jamais dit ça. Mais tu l'as pensé. Je la regardais droit dans les yeux. Sois honnête, Renate. Au moins maintenant. Elle baissa les yeux sur les albums photos. L'un d'eux était ouvert et montrait des photos de nos noces d'argent, il y a 9 ans. Nous avions l'air heureux, entourés d'amis et de famille, Thomas et Claudia avec la petite Emma, qui n'avait que 2 ans à l'époque. Je ne sais pas quand ça a commencé, dit-elle doucement. Cette insatisfaction. Peut-être après ton infarctus. Tu t'es tellement replié sur toi-même, tu étais si prudent, si vieux soudainement. Les mots me touchèrent, mais je ne laissais rien paraître. Et au lieu de m'en parler, tu t'es cherché un autre homme. J'ai essayé de te parler. J'ai suggéré que nous voyagions, que nous commencions de nouveaux passe-temps, que nous prenions des cours de danse. Mais tu ne voulais toujours que ton jardin, tes livres, ton calme. C'était vrai. Je me souvenais de ces suggestions, que j'avais souvent refusées parce qu'elles me paraissaient trop fatigantes, trop risquées pour mon cœur fragile. Peut-être as-tu raison, ai-je concédé. Peut-être me suis-je trop replié sur moi-même. Mais cela ne justifie pas ce que tu as fait. Non, ça ne le justifie pas. Elle ferma l'album photo. Rien ne le justifie. Et pour les somnifères? Herbert, je ne sais pas ce qui m'a pris. Cela semblait être une solution simple, et je savais que tu devais les prendre de toute façon. Une solution simple? Je la fixais, incrédule. Tu m'as drogué à mon insu, Renate. Que se serait-il passé si j'avais conduit? Que se serait-il passé si j'étais tombé? Y as-tu seulement pensé? Elle secoua la tête, les larmes coulant maintenant à flot. J'étais tellement obsédé par cette liaison, par le sentiment qu'elle me procurait. Je ne pensais pas clairement. Je me détournai et commençai à sortir des articles de toilette de la salle de bain. Quand je revins, Renate était à la fenêtre et regardait le jardin. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant » demanda-t-elle doucement. J'ai consulté un avocat. La procédure de divorce sera engagée. Elle tressaillit comme si je l'avais frappée. Si vite? Sans essayer de réparer les choses? Qui a-t-il à réparer, Renate? La confiance est brisée. Les gens font des erreurs, Herbert. Des erreurs terribles parfois. Mais ils peuvent changer, peuvent apprendre, peuvent pardonner. Je rangeais mes affaires dans un sac de voyage. Peut-être. Mais je ne suis pas prêt à ça. Pas maintenant. Peut-être jamais. Elle se tourna vers moi, son visage déterminé malgré les larmes. Je vais me battre, Herbert. Pour nous.
pour notre mariage. Je vais prouver que je peux changer, que je peux regagner ta confiance. Je fermai le sac et la regardai. À ce moment-là, je ne voyais pas la femme qui m'avait trompé, mais la femme avec qui j'avais partagé 34 ans. La mère de mon fils. Ma compagne dans les bons et les mauvais moments. Un coup de tristesse me transperça, si intense que je dus fermer les yeux un instant. Fais ce que tu dois faire, Renate. Mais n'attends pas trop. Je pris le sac et me dirigeai vers la porte. Renate ne me suivit pas. En descendant l'escalier, je l'entendis pleurer à nouveau, doucement et désespérément. Dans le couloir, je m'arrêtai un instant et regardai les photos de famille accrochées au mur. Le mariage de Thomas, le baptême d'Emma, le premier jour d'école de Lucas. Des moments de bonheur, immortalisés à jamais. Puis j'ouvris la porte d'entrée et sortis sous le soleil de l'après-midi, un sac à la main et la certitude au cœur que plus rien ne serait jamais comme avant. Les jours suivants, je les passais dans un petit appartement que j'avais loué à court terme, un 2 pièces meublé près du Rhin, anonyme et impersonnel, mais propre et calme. Exactement ce dont j'avais besoin pour remettre de l'ordre dans mes pensées. Thomas me rendit visite le 2e jour. Il vint seul, sans Claudia ni les enfants, et apporta du café et des gâteaux. Nous nous assîmes à la petite table de la cuisine, et je lui racontai tous les somnifères, les sorties nocturnes, la confrontation à l'hôtel. Je n'arrive toujours pas à y croire, dit-il, les yeux fixés sur sa tasse de café. Maman a toujours été si respectueuse des principes. Elle nous a appris à être honnêtes, responsables. Les gens changent, Thomas. Parfois en mieux, parfois non. Il me regarda, ses yeux aussi semblables aux miens remplis d'inquiétude. Comment vas-tu vraiment, papa? Et ne me dis pas bien, parce que je ne te croirai pas. Je soupirai et me penchai en arrière. C'est difficile à décrire. Il y a de la colère, bien sûr. De la déception. De la trahison. Mais aussi une étrange forme de soulagement. Comme si je comprenais enfin pourquoi les choses ont été telles qu'elles ont été ces derniers mois. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demander le divorce. Prendre un nouveau départ. Thomas acquiesça lentement. Et maman? Elle dit qu'elle veut se battre pour le mariage. Mais je ne sais pas s'il y a encore quelque chose pour lequel se battre. Il resta longtemps silencieux, puis demanda, l'as-tu déjà aimé? La question me surprit. Bien sûr. Beaucoup, même. Et maintenant? L'aimes-tu encore? Je réfléchis. Aimais-je encore Renate? Après tout ce qui s'était passé? Je ne sais pas, avouai-je honnêtement. Il y a tellement de souvenirs, tellement d'années ensemble. Ça ne disparaît pas comme ça. Mais l'amour a besoin de confiance, et elle est détruite. Thomas acquiesça à nouveau, puis prit son sac et en sortit une enveloppe. Maman m'a demandé de te donner ça. Elle a dit que tu ne répondais pas à ses appels et qu'elle ne voulait pas simplement débarquer ici. Je pris l'enveloppe avec hésitation. Elle était lourde, contenait plus qu'une simple lettre. Tu n'es pas obligé de l'ouvrir, dit Thomas. Pas maintenant. Pas en ma présence. Non, ça va. J'ouvris l'enveloppe et en sortis le contenu. Une lettre manuscrite, de plusieurs pages, et en dessous je me figeai la boîte de médicaments avec les somnifères. Thomas la reconnut immédiatement. Ce sont. Oui. Je mis la boîte de côté et commençai à lire la lettre. L'écriture de Renate était soignée comme toujours, mais à certains endroits tremblante, comme si elle avait pleuré en écrivant. Cher Herbert, il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je regrette ce que j'ai fait. Pas seulement l'aventure avec Gerd, mais surtout le fait d'avoir si gravement abusé de ta confiance en te donnant ces médicaments. Je t'envoie la boîte pour que tu vois que je ne les ai plus, que je ne referai jamais une chose pareille. J'ai également rompu tous les liens avec Gerd non seulement professionnellement, mais dans tous les domaines. Je sais qu'un simple « je suis désolé » ne suffit pas. Rien ne peut suffire pour ce que j'ai fait. Mais je veux que tu saches que je suis prête à tout pour regagner ta confiance si tu m'en donnes la chance. J'ai pris rendez-vous avec une thérapeute. Je veux comprendre pourquoi j'ai pris ces décisions terribles, pourquoi j'étais prête à mettre en jeu notre mariage, notre vie, ta santé pourquoi? Pour le sentiment d'être encore désirable? Pour l'excitation? Pour l'illusion d'être à nouveau jeune? Herbert, nous avons partagé 34 ans ensemble. Nous avons élevé un fils merveilleux, nous avons traversé des hauts et des bas.
Je sais que j'ai tout mis en jeu, et peut-être est-il trop tard. Peut-être ne pourras-tu jamais me pardonner, et je le comprendrai. Mais s'il y a ne serait-ce que la plus petite chance que nous puissions retrouver un chemin ensemble ou séparément, mais en paix, alors je te prie de me donner cette chance. Avec amour. Renate. Je repliai la lettre et la remis dans l'enveloppe, avec la boîte de médicaments. Thomas m'observait attentivement. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle demande pardon. Elle va en thérapie. Elle espère une seconde chance. Thomas acquiesça lentement. Et tu vas lui en donner une? Je regardai par la fenêtre le Rhin qui coulait lentement. Je ne sais pas, Thomas. J'ai besoin de temps. Je comprends. Il se leva. Je devrais y aller. Claudia et les enfants attendent. Alors qu'il était à la porte, il se retourna. Papa? Quoi que tu décides, je te soutiens. Mais, maman souffre vraiment. Elle mange à peine, ne dort pas. Je m'inquiète pour elle. Je vais lui parler, promis-je. Bientôt. Après le départ de Thomas, je me rassissis à la table et relus la lettre de Renate. Les mots semblaient sincères, ses regrets réels. Mais pourrais-je jamais lui refaire confiance? Je pris mon smartphone et fis défiler les appels manqués et les messages de Renate. Il y en avait des dizaines. Lentement, je commençai à lire les SMS. Herbert, s'il te plaît, appelle-moi. Je suis tellement désolé. Je comprends si tu me détestes, mais s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. J'ai dit à Gerd que je ne voulais plus jamais le revoir. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger. Tu me manques tellement. Le dernier message était de ce matin, j'ai donné une lettre à Thomas pour toi. S'il te plaît, lis-la. Je posai le téléphone et allai à la fenêtre. Le soleil était bas et projetait de longues ombres sur le fleuve. Un couple d'âge mûr se promenait main dans la main le long de la rive, s'arrêtant pour observer un cargo qui passait. Ils rirent de quelque chose, puis l'homme embrassa tendrement la femme sur le front. Renate et moi avions été ainsi autrefois intimes, affectueux, notre affection allant de soi. À quel moment avions-nous perdu cela? Était-ce arrivé insidieusement, imperceptiblement comme la décoloration d'une photo au soleil? Ou y avait-il eu un moment, un tournant, que j'avais manqué? Je repensais à ma crise cardiaque, il y a 2 ans. À l'angoisse dans les yeux de Renate lorsqu'elle était assise au chevet de mon lit d'hôpital. À sa sollicitude pendant ma convalescence. Est-ce que ce moment avait été celui où quelque chose avait changé? Celui où elle avait commencé à me voir différemment, non plus comme son mari fort et fiable, mais comme un homme vieillissant et affaibli? Ou était-ce plus profond? Était-ce l'éloignement progressif que connaissent de nombreux couples lorsque les enfants ont quitté la maison, que les carrières touchent à leur fin et que l'on se retrouve soudainement à nouveau à deux, avec tout le temps du monde et plus rien à se dire? Je repris mon téléphone et composai le numéro de Renate. Elle répondit à la première sonnerie. Herbert? Sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré ou n'avait pas parlé depuis longtemps. J'ai lu ta lettre, dis-je calmement. Ah. Une pause. Et je ne sais pas quoi dire, Renate. Les mots semblent sincères, mais tu ne me crois pas. Bien sûr que non. Elle soupira doucement. Herbert, je sais que les mots ne suffisent pas. Je voudrais te montrer que je suis sincère. Pourrions-nous nous rencontrer? Quelque part dans un lieu public, si tu préfères. Je réfléchis. Une partie de moi voulait la voir, lui parler, comprendre. Une autre partie craignait de faiblir, que sa proximité, sa familiarité ne m'amène à pardonner des choses impardonnables. D'accord, dis-je finalement. Demain, à 15 heures, au café au bord du Rhin. Tu sais lequel je veux dire. Oui, bien sûr. Un soulagement transparaissait dans sa voix. Merci, Herbert. Cela compte beaucoup pour moi. Ce n'est qu'une conversation, Renate. N'attends pas trop. Je sais. Malgré tout, merci. Nous raccrochâmes et je restai à la fenêtre, regardant le couple se promener le long de la rive jusqu'à disparaître de ma vue. Le lendemain, j'arrivai au café plus tôt que prévu. C'était un petit établissement agréable, situé directement au bord du Rhin, où Renate et moi prenions souvent le petit déjeuner le dimanche avant de faire une promenade. La serveuse me reconnut et me sourit. Monsieur Brenner. Ravi de vous revoir. La table habituelle? Oui, s'il vous plaît, Martina. Pour 2.
Elle me conduisit à une table près de la fenêtre avec vue sur le fleuve. Je commandai un café et attendis. Ponctuellement à 15 heures, Renate entra dans le café. Elle portait une simple robe bleue et peu de maquillage. Ses yeux étaient légèrement gonflés et elle semblait plus mince qu'il y a une semaine. Quand elle me vit, elle esquissa un sourire incertain et vint à la table. Je ne me levai pas, comme je l'aurais fait en temps normal. « Bonjour, Herbert » dit-elle doucement en s'asseyant en face de moi. « Renate. » Martina vint prendre la commande de Renate, un thé, pas de gâteau. Quand elle fut repartie, nous restâmes assis en silence, ne sachant pas comment commencer. « Tu as bonne mine » finit par dire Renate. « Toi non » répondis-je honnêtement. « Tu as l'air épuisé. » Elle sourit faiblement. « Je ne dors pas bien. La maison est si vide sans toi. » Je me contentai d'acquiescer. Martina apporta le thé de Renate, et nous attendîmes qu'elle soit de nouveau partie. « J'étais chez le docteur Heller hier » commença Renate. La thérapeute. C'était intense. Elle a posé beaucoup de questions, sur nous, sur mon enfance, sur mes peurs. Et a-t-elle trouvé une explication à la raison pour laquelle tu m'as trompé et drogué? Renate tressaillit à cette question directe. Non, pas d'explication simple. Mais elle m'a aidé à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de Gerd, pas seulement du sentiment d'être désiré. Il s'agissait aussi de contrôle. De peur. Peur? De quoi? Elle fixa son thé. De vieillir. De la perte. De ta mort, Herbert. Je fronçai les sourcils. Ma mort? Quand tu as fait ta crise cardiaque. Sa voix se brisa, et elle dut faire une courte pause. J'ai cru que j'allais te perdre. Et puis, quand tu es rentré à la maison, si prudent, si replié sur toi-même. C'était comme si je t'avais perdu quand même. Comme si une partie de toi était morte. Je restai silencieux, laissant ces mots faire leur effet. Je sais que cela ne justifie rien, poursuivit-elle. Mais cela m'aide à comprendre pourquoi j'ai cherché avec tant de désespoir quelque chose qui me fasse me sentir vivante. Et Gerd, il était là, il m'a prêté attention, m'a donné l'impression que je n'étais pas encore rayé de la carte. Et les somnifères? Elle ferma brièvement les yeux. C'était impardonnable. Je me suis persuadé que c'était anodin, que ça te ferait même du bien, parce que tu aurais plus de sommeil. Mais la vérité, c'est que je voulais avoir le contrôle. Sur toi, sur la situation. C'était maladif. Nous retombâmes dans le silence, en buvant nos boissons. Dehors, un bateau d'excursion passa, des touristes agitaient la main depuis le pont. « Qu'est-ce que tu attends de moi, Renate » finis-je par demander. « Que j'oublie tout ? Que je revienne comme si de rien n'était ? Non. » Elle secoua la tête avec conviction. « Je n'attends rien. J'espère qu'on pourra trouver un moyen de se parler. Que tu puisses peut-être un jour me pardonner. Pas aujourd'hui, pas demain, mais, un jour. » Je l'observais, cette femme que j'avais autrefois mieux connue que moi-même et qui me paraissait maintenant comme une étrangère. Je ne sais pas si je peux, Renate. Pardonner, oui, peut-être. Avec le temps. Mais faire confiance? Revivre avec toi? Je ne sais pas. Elle acquiesça lentement. Je comprends. Et je l'accepte. Mais je veux que tu saches, je vais attendre. Je vais travailler sur moi. Et si jamais tu es prêt à envisager un nouveau départ sous quelque forme que ce soit, alors je serai là. Nous terminâmes notre conversation peu après. Renate paya pour nous deux, malgré mes protestations, et nous quittâmes ensemble le café. Dehors, au bord du Rhin, nous nous arrêtâmes. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda-t-elle. Continuer à réfléchir. Préparer le divorce avec le docteur Weber. Chercher un nouvel appartement. Et qu'en est-il de nous? Est-ce qu'il existe encore un nous? Je regardais vers le fleuve, vers la surface scintillante, le mouvement constant de l'eau. Je ne sais pas, Renate. Vraiment pas. Elle acquiesça, les larmes aux yeux. Puis, hésitante, elle tendit la main et toucha légèrement mon bras. Prends soin de toi, Herbert. Toi aussi. Je la regardais s'éloigner le long du chemin de la berge, une silhouette solitaire dans la lumière de l'après-midi. Une partie de moi voulait lui courir après, la prendre dans mes bras, lui dire que tout allait s'arranger.
Mais je restais immobile. Certains ponts, une fois rompus, ne se reconstruisent pas si facilement. Et parfois, il vaut mieux chercher un nouveau chemin que d'essayer de réparer un sentier détruit. Avec cette pensée, je me détournai et partis dans la direction opposée, face au coucher de soleil, incertain de ce que l'avenir me réservait, mais résolu à l'affronter les yeux ouverts. 6 mois plus tard, je me tenais à la fenêtre de mon nouvel appartement et contemplais le coucher de soleil sur le Rhin. L'ameublement était simple, mais chaleureux à un nouveau départ, comme je l'avais souhaité. Le divorce n'était pas encore prononcé, mais les accords avaient été conclus. Renate resterait dans la maison, j'avais cédé ma part à Thomas, qui emménagerait avec sa famille dès que les travaux de rénovation seraient terminés. Une solution qui fonctionnait pour tout le monde. Thomas et sa famille avaient plus d'espace, Renate ne restait pas seule, et moi, j'avais ma liberté. Le téléphone sonna. C'était Karl. « Comment vas-tu, mon vieux? Prêt pour ce soir? » « Bien sûr, répondis-je. 19h au bro? » « Exactement. J'amène Joachim avec moi, il est rentré d'Espagne hier et il a beaucoup de choses à raconter. Ça a l'air bien. À plus tard. Je raccrochai et allai dans la chambre pour me changer. Mon regard se posa sur la photo posée sur la table de chevet de Thomas avec Emma et Lucas lors de notre dernière sortie au zoo. Les enfants avaient étonnamment bien géré la situation. Pour eux, il était important que grand-mère et grand-père s'entendent encore, même s'ils ne vivaient plus ensemble. Et c'était le cas, d'une étrange nouvelle manière. Renate et moi avions eu de nombreuses conversations ces derniers mois, parfois douloureusement honnêtes, parfois étonnamment conciliantes. Elle continuait sa thérapie, et j'avais, sur l'insistance de Thomas, moi-même suivi quelques séances chez un psychologue. Nous n'étions pas revenus à un couple, mais nous avions trouvé un moyen de nous supporter. Lors des fêtes de famille, lors des rencontres avec les petits-enfants, lors de conversations occasionnelles sur des questions pratiques. Le smartphone vibra avec un message. « Renate, je viens de parler à Thomas. La cuisine sera livrée la semaine prochaine. Il demande si tu peux aider au montage samedi. » Je répondis, « Bien sûr. Dis-lui que je serai là à partir de 10h. » Un court merci revint, suivi d'un smiley. Ces petits gestes numériques, il y a encore un an, Renate ne les aurait jamais utilisés. Maintenant, ils semblaient lui venir plus facilement que les mots directs. Je m'habillais une chemise fraîche, un pantalon confortable, pas de cravate. Mon style avait changé ces derniers mois, était devenu plus décontracté, moins formel. Comme beaucoup de choses dans ma vie. Avant de quitter l'appartement, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans le miroir. Le visage qui me contemplait avait vieilli, mais pas aigri. Les yeux étaient plus clairs, le regard plus direct. J'avais perdu du poids, je bougeais plus, je me sentais en meilleure santé que depuis des années. La soirée avec Karl et Joachim avait été agréable. Nous avons parlé du voyage de Joachim en Andalousie, de politique, de la nouvelle passion de Karl pour l'astronomie. Pas de problèmes conjugaux, pas de règlement de compte avec le passé, simplement 3 vieux amis qui profitaient de la vie. En rentrant plus tard, j'ai trouvé un email de Dr Weber, mon avocate. Les derniers documents pour le divorce étaient prêts à être signés. Demain, j'irai à son cabinet et ferai un pas de plus vers ma nouvelle vie. J'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve, pour la première fois depuis longtemps sans ce sentiment lancinant de trahison et de perte. Le lendemain matin, je me suis rendu tôt au cabinet de Dr Weber. Les rues étaient animées, les gens se précipitaient au travail, les écoliers criaient aux arrêts de bus. La vie normale, qui continuait, insensible au drame personnel. Au cabinet, Dr Weber m'attendait avec une pile de documents. « Bonjour, monsieur Brenner. Comment allez-vous ? » « Bien, merci. » Prêt à clore ce chapitre. Elle hocha la tête avec compréhension et étala les papiers devant moi. Voici l'accord, tel que nous l'avons discuté. Répartition des biens, transfert de la maison, régime de retraite. Tout est juste et équilibré. J'ai parcouru les documents, bien que j'en connaisse déjà le contenu. Puis j'ai pris le stylo que Dr Weber me tendait et j'ai apposé ma signature aux endroits indiqués. Madame Brenner a déjà signé, remarqua Dr Weber. Elle était ici hier. Bien. J'ai reposé le stylo. Quand est-ce officiel ? Dès que le tribunal aura rendu la décision. Pour les divorces par consentement mutuel, c'est assez rapide. J'estime dans environ 2 à 3 semaines. J'ai hoché la tête. Et ensuite ?
Elle sourit légèrement. Alors, vous serez officiellement divorcé, monsieur Brenner. Libre de commencer une nouvelle vie. Libre. Le mot résonna dans ma tête lorsque je quittai le cabinet. Était-ce ce que je ressentais? La liberté? Au lieu de rentrer directement à la maison, j'ai décidé de faire une promenade. Le chemin m'a conduit au Rhin, à un banc où Renate et moi nous étions souvent assis pour regarder passer les navires. À ma grande surprise, elle était assise là, enveloppée dans un manteau léger, le regard tourné vers le fleuve. Comme si elle avait senti mes pensées, elle tourna la tête et me vit. Herbert. Renate. Je ne savais pas que tu serais ici. Elle sourit légèrement. Je viens souvent ici. Ça me rappelle les beaux jours. J'hésitai un instant, puis je m'assis à côté d'elle. Pas trop près, mais pas non plus à l'extrémité du banc. Je viens de signer les papiers du divorce, dis-je. Je sais. Docteur Weber m'a informé. Elle regarda à nouveau le fleuve. Étrange, n'est-ce pas? Toutes ces années, toutes ces expériences partagées, et à la fin, il ne reste qu'une pile de papiers avec des signatures. Je suivis son regard. Un cargo passa, chargé de conteneurs qui brillaient au soleil. Ce n'est pas la fin, dis-je doucement. Seulement la fin d'un chapitre. Elle se tourna vers moi. Tu crois vraiment ça? Que ça peut continuer? Que nous, je veux dire, pas en tant que couple, mais en tant que amis? Famille? J'ai réfléchi. Pouvais-je voir Renate comme une amie? Comme un membre de ma famille, mais pas comme ma femme? Je pense que oui, dis-je finalement. Avec le temps. Ce sera différent, mais pas forcément pire. Elle hocha la tête lentement. Je l'espère. Tu me manques, Herbert. Pas seulement comme mari, mais comme personne. Comme interlocuteur. Comme quelqu'un qui me connaît vraiment. Ces mots touchèrent quelque chose en moi, une corde qui n'avait plus vibré depuis longtemps. Renate me manquait aussi, d'une manière que je voulais à peine m'avouer. J'ai souvent pensé à nos conversations, ai-je avoué. À ces soirées où nous étions simplement assis et parlions. De tout et de rien. C'est ce qui me manque le plus, dit-elle doucement. Les petits moments. L'évidence. Nous restâmes silencieux un moment, observant l'animation sur le fleuve. Un couple de canards nagea, suivi d'une rangée de poussins duveteux. Thomas m'a dit que tu rejouais du piano, dit Renate soudain. J'ai hoché la tête. Oui, j'ai un piano électrique dans l'appartement. Il rentre juste. C'est bien. Tu as toujours aimé jouer, avant. Oui, jusqu'à ce que le travail et la vie s'en mêlent. Elle sourit. Je me souviens des soirées, quand Thomas était encore petit. Tu jouais, et il dansait en même temps, jusqu'à ce qu'il s'écroule d'épuisement. Ce souvenir me fit sourire aussi. C'était un petit garçon sauvage. Comme Lucas maintenant. Tel père, tel fils. Nous avons partagé un moment de connexion, un souvenir de joie commune que personne ne pouvait nous enlever. Renate, commençai-je avec hésitation, je veux que tu saches. Je ne suis plus en colère. Plus blessé, du moins pas comme avant. Je comprends mieux maintenant ce qui s'est passé. Pas seulement ce que tu as fait, mais aussi, ma part de responsabilité. Elle me regarda avec surprise. Ta part? Je me suis replié sur moi-même après mon infarctus. J'ai arrêté de participer vraiment à la vie. À notre vie. J'avais peur, Renate. Peur de mourir, peur de ne plus être l'homme que j'étais. Oh, Herbert. Ses yeux se remplirent de larmes. J'aurais dû le comprendre. J'aurais dû être plus patiente, plus attentive. Et j'aurais dû te parler, au lieu de me renfermer. Je soupirai. Nous avons tous les deux commis des erreurs. Les tiennes étaient, plus radicales, mais les miennes ont peut-être préparé le terrain. Elle prit timidement ma main. Après une brève hésitation, je la laissai faire. Pouvons-nous repartir à zéro, Herbert? Pas en tant que couple, mais en tant que, des personnes qui comptent l'une pour l'autre? Je serrai légèrement sa main. Je pense que oui. Pas à pas. Nous sommes restés assis là un moment, main dans la main, deux personnes qui avaient partagé une vie et qui devaient maintenant apprendre à suivre des chemins séparés, sans pour autant perdre complètement le lien. Quand je suis rentré chez moi plus tard, je me suis senti plus léger,
comme si j'avais déposé un fardeau que je portais depuis trop longtemps. Je me suis assis au piano et j'ai commencé à jouer au Mozart, le morceau préféré de Renate. La mélodie emplit la pièce, s'échappant par les fenêtres ouvertes dans le monde. Ce n'était pas parfait, mes doigts étaient raides après des années de négligence, mais c'était un début. Un nouveau départ. Mon smartphone vibra avec un message. Je m'attendais à Renate, mais c'était Thomas. Emma demande si tu viens avec nous au zoo dimanche. Lucas veut absolument voir les nouveaux bébés éléphants. Je souris et répondis, bien sûr. Dois-je demander à Renate si elle veut venir aussi? La réponse arriva promptement, ce serait chouette. Les enfants seraient ravis d'avoir les deux grands-parents. Je posai le téléphone et continuai à jouer. Le soleil se couchait, baignant mon petit appartement d'une lumière dorée. Dehors, la vie de la ville commençait le soir où les lumières s'allumaient, les gens rentraient chez eux, les familles se retrouvaient. Et moi, Herbert Brenner, 67 ans, fraîchement divorcé et prêt pour un nouveau chapitre, je jouais du piano et pensais à l'avenir. Un avenir qui serait différent de ce qui était prévu, mais peut-être pas moins épanouissant. Les somnifères, la trahison, la confrontation, tout cela ferait toujours partie de mon histoire. Mais cela ne déterminerait pas la fin. Pas ma fin. Car parfois, quand une porte se ferme, non seulement une fenêtre s'ouvre, mais toute une maison pleine de possibilités. Il faut juste avoir le courage d'entrer. Et ce courage, je l'avais trouvé.